C'est parti. Excellent. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce rendez-vous avec l'intelligence artificielle. On est Jules et moi, on est très, très contents de vous accueillir. On va juste enlever le petit ding-ding, là. Oui, comment tu fais ça? Moi, je ne suis pas habitué avec Zoom autant. Alors, pour les personnes, donc, on va commencer par un petit moment d'apprentissage. Ouais. Quand on est co-hôte, on peut aller dans la liste de participants et complètement à droite, il y a un plus. Quand on clique sur le plus, il y a plein de fonctions qu'on peut faire, dont il y en a une qui dit, ça dit exactement lire le son d'accès. On fait juste le décocher, puis après ça, on n'entend plus les dings. Fait que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, oui, c'est notre première. Gilles et moi, on est très, très contents de vous accueillir. On a pensé à ce concept où est-ce qu'on voulait parler d'intelligence artificielle en éducation. Et Hmm. puis, puis aujourd'hui, là, hein, c'est la première, donc on va essayer des petites choses. On va peut-être se tromper, mais etc., mais c'est à la bonne franquette. Et puis, on va faire ça ensemble, fait que ça nous intéresse vivement. Alors, Jules, finalement, est-ce qu'on avait un petit jingle pour le début ou ça Et sera tu pour la vois, prochaine fois? parce que ça sera pour la prochaine fois, parce que c'était avec mon autre compte. En tout cas, je travaille là-dessus. On va avoir C'est un petit vrai. Parce peu. on voulait que ça ressemble à une émission de radio. Puis là, ben, en tout cas, fait que pour la prochaine fois, on vous promet un petit jingle. Au début, je ne sais même pas c'est quoi le mot français. Alors, c'est ça. Alors, nous sommes, Jules, hein, on va se présenter. Fait que Ah oui. vas-y. Bon, ben regarde, moi, c'est Jules Ducharme. Je suis un pédagogue, consultant. Bon, j'ai fait plusieurs carrières dans ma vie, mais je suis tombé, je dis toujours, je suis tombé en enseignement par faute de, et j'ai adoré l'éducation, puis j'ai commencé à explorer tout ça. Je suis un enseignant surtout du secondaire, mais ensuite, j'ai œuvré comme conseiller pédagogique au niveau de mon conseil. Ensuite, conseiller pédagogique au niveau du Centre Franco. Donc, j'accompagnais tous les facilitateurs en mathématiques, surtout de la province. Donc, c'était très, très, très enrichissant de vivre ce moment-là. Ensuite, j'ai fait un petit séjour au ministère pour faire un petit projet, là, un petit projet là, qui s'appelle le nouveau cours de 9e année de mathématiques. Alors, j'étais sur l'équipe de conception, la grande équipe large pour développer le nouveau cours de 9e année, décloisonné de mathématiques. Et puis maintenant, ben, je travaille à mon compte, puis je m'amuse à patauger surtout dans toutes les nouvelles technologies, le codage, le IA, parce que comme vous le savez, dans les cours de mathématiques, maintenant, on a du codage. Puis et je me suis posé la question, mais c'est quoi l'IA en éducation? Donc, avec la conférence de ce matin avec M. Guité, là, ça l'a allumé mes neurones à moi, en tout cas. Et Louis, toi, tu peux te présenter toi aussi? Ben oui, alors c'est ça, mon nom c'est Louis Hull, je suis issu du monde de l'éducation. J'ai été prof direction d'école au CSDCO dans l'Est ontarien toute ma carrière. J'ai terminé ma carrière à travailler au Centre Franco dans l'équipe tactique et là j'ai eu l'immense plaisir de travailler principalement avec les trois conseils de l'Est, donc CECCE, CEPO, puis avec l'ensemble de la province. Et puis là, il y en a qui se souviennent de ce moment incroyable. Puis l'équipe tactique, justement, continue aujourd'hui sous l'égide de Denis Tardif. Puis je sais qu'il y a des membres qui sont parmi nous aujourd'hui. Et là, depuis quelques années, je butine, je fais plein de choses très différentes et toujours dans le monde de l'éducation. Donc, je m'occupe des instituts, justement, pour le centre. Donc, puis après ça, je travaille avec d'autres organismes en éducation et la technologie prend un espace très important dans ma vie, Hmm. surtout en mode de création, parce qu'un jour, je vous raconterai là, que j'ai écrit des contes pour enfants, j'ai ma maison d'édition, etc. Mais ça, c'est un autre sujet pour une autre fois. Puis l'intelligence artificielle, ça m'intéresse vivement parce que c'est absolument incroyable ce qu'on peut faire avec ça. Puis justement, avec ta conférence, François, ce matin, je me suis rendu compte que il y a des plus, il y a des moins avec la technologie, avec l'intelligence artificielle. Et puis, justement,
Est-ce que, Jules, tu pourrais nous parler de c'est quoi le concept là, on essaye de développer aujourd'hui avec ce rendez-vous de l'intelligence artificielle en éducation? C'est quoi qu'est-ce qu'on peut faire avec ça finalement? Ben, Louis, je pense en général, c'est une conversation, hein. On veut Oui, initier la conversation. Tout avance tellement rapide qu'on veut vraiment aussi s'assurer qu'il y ait une plateforme qu'on peut analyser, se pencher ou répondre des questions, des craintes ou même peut-être même des succès qui se feront vivre dans nos écoles. Et donc, on espère que cette plateforme-là vous aide à faire ça. Par exemple, si vous avez des idées de questions ou même de ressources pour nos prochains balados, François en a mentionné quelques-uns dans sa conférence. Peut-être que ce serait le fun d'en explorer au prochain balado. On ne sait jamais. Mais vous êtes, ce balado-là se veut pour vous. C'est vraiment à vous là, de nourrir ce balado-là. Puis nous autres, on va triper avec vous autres pour essayer de répondre à des questions comme ça. Et avec mon petit sondage, Louis, très informel, plusieurs, on n'a pas vu la présentation de François, donc on pourra le présenter de façon formelle un peu oui. plus. Donc, Et puis, le rendez-vous avec l'intelligence artificielle se veut aussi un moment de partage. Donc, Gilles et moi, on baigne dans ça. Donc, on va vous partager certaines lectures qu'on a faites. On mhm. veut aussi avoir avec nous des invités. Puis aujourd'hui, ben, justement, on a François avec nous. Et puis, Jules, tu l'as très bien dit, hein, ce rendez-vous, ça se veut aussi un moment pour vous de nous poser les questions. On ne promet pas qu'on va avoir les réponses tout de suite, mais on vous promet qu'on va faire la recherche pour les trouver. Et c'est pour ça un petit peu aussi que tantôt, je vais mettre le formulaire d'inscription ou le formulaire juste pour dire je suis là, parce que ça se peut qu'on vous envoie certaines ressources, les liens pas ça se peut, on vous enverra justement les liens de ce dont on a discuté ensemble. Donc, ça se veut. Et puis après ça, on va aussi vous faire parvenir les prochaines dates de nos événements où est-ce qu'on parlera d'intelligence artificielle. Et puis, ça se veut, je termine en vous disant que le rendez-vous se veut aussi en comment on dit ça en français, en construction perpétuelle, working progress, hein, parce qu'on va le construire en fonction des besoins et puis des questions qu'on aura eues. Donc, si vous avez des super bonnes questions, super bons commentaires, ça nous fera plaisir de les lire et de commenter. Bon, on arrive maintenant à la portion qui s'appelle Nous avons une invitée avec nous. Et puis là, je vais faire une pause parce qu'on va couper dans l'enregistrement. Alors, puis on va faire officiellement le bienvenu. Alors, je vais compter jusqu'à 5. Bonjour, François. Bienvenue justement au rendez-vous de l'intelligence en éducation. Merci d'avoir accepté de te joindre à nous pour cette rencontre aujourd'hui. Hein, tu débarques de l'avion ou est-ce que tu viens justement de donner une conférence pour les instituts? Et puis là, ben, tu as accepté de continuer la discussion avec nous, avec Jules et moi. Fait que merci. Et puis, pour les personnes qui ne connaissent pas François, eh bien, je vais demander à Jules, est-ce que tu pourrais présenter notre invité? Définitivement, regarde, Monsieur Guité, moi, j'ai appris à le connaître en 2017, je crois, quand il était conférencier à Tactique. Puis moi, j'ai été très heureux d'apprendre de lui à ce moment-là. Et donc, François, ben, il s'intéresse dès le début dans sa carrière. Il était en enseignement de l'innovation de la pédagogie surtout, puis des technologies numériques. Il a notamment implanté une méthode d'autorégulation des apprentissages et conçu une application d'évaluation formative et de communication personnalisée sur laquelle je suis vraiment intéressé de creuser un peu plus. Après avoir œuvré dans le monde de l'éducation, de l'édition scolaire, c'est-à-dire il joint le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec où il réalise le réseau d'information pour la réussite éducative, oui, le RIRE. Donc, j'ai trouvé ça très beau comme nom. Ayant servi comme consultant au ministère de l'Éducation, il a fondé Pédagosoft, une entreprise d'apprentissage, d'application de l'intelligence artificielle en éducation.
Donc, depuis plus de 10 ans, il est appelé à donner plein de conférences et nous, on l'a ici en conférence et en conversation intime avec 44 personnes. Fait que je suis bienvenu, François. Merci, Jules. Merci, Louis. Je pense que tout le monde est passionné, tout le monde autour de la table, tout le monde autour de l'écran est passionné d'éducation, sinon on ne serait pas là. Exactement. Puis puis moi, je vais commencer, François, avec la première question dans notre discussion. Pour les personnes qui n'étaient pas là ce matin à ta conférence, là, si tu avais à résumer là, ou à choisir, hein, parce que c'est clair que tu ne peux pas trop dire ce que tu as dit ce matin, si tu avais à choisir certains propos de ce matin, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là, par rapport à ce que tu nous as dit là, quelques minutes? Là? On peut te donner 5 minutes pour aller à ChatGPT demander un résumé de ta présentation. Ça pourrait être intéressant. Non, je fais des farces. Pardon. Bon, ben, si on va du général au plus particulier, c'est qu'on a, enfin, les nouvelles technologies ont évolué, vers l'analyse de l'ensemble des données qu'on a actuellement, qu'on a numérisées, que l'humanité a numérisées. Et il fallait donner sens à toutes ces données-là. D'autant plus, et là, ça commence, j'en ai pas parlé pendant la conférence, mais un des problèmes auxquels l'humanité va être confrontée, c'est que le numérique, actuellement, a la capacité de générer des données, de générer de l'information. Et les machines qui génèrent de l'information n'ont pas la délicatesse ou n'ont pas la réticence de publier que beaucoup d'humains. Et il faut dire par ailleurs que l'humanité s'est dotée d'une méthode, d'un processus pour publier. Il y a tout un processus d'édition qui est bien connu dans le monde du livre, qui est bien connu dans le monde du journalisme et qui s'assure que l'extrait, que ce qui est produit au bout de la ligne, soit de qualité. Alors aujourd'hui, tout ce processus-là est remplacé par un bouton, hein, que ce soit post, publish, on écrit n'importe quoi, post, publish. Alors, il n'y a plus nécessairement de processus de sélection qui garantit en guillemets la qualité de l'information. Mais là où je veux en venir, c'est que dès lors, les machines vont produire plus d'informations que les êtres humains. Alors, ça pose un énorme problème. Comment départager, comment trier, le bon grain de livret, ça va être le défi de l'humanité à l'avenir. Alors, pour continuer à répondre à la question, c'est qu'on a aujourd'hui, et l'humain communique grâce à la langue. Et aujourd'hui, on a des outils qui reposent sur l'analyse de la langue. Et quand je dis langue, ce n'est pas uniquement la parole et le texte, c'est l'image, c'est l'animation, c'est la musique, c'est toutes les formes de communication qu'on a créées pour communiquer entre nous. Et voire même aussi l'informatique, aussi la programmation. Hein, donc, il y a un grand programmeur qui a juste 2 semaines passées a dit le prochain langage de programmation sera l'anglais. Point. Il n'y aura pas de langage, il n'y aura pas de Python, etc., parce que cette communication-là sera faite. C'est un bon point, Jules. Et parlant de programmation, l'intelligence artificielle est utilisée aujourd'hui pour programmer. Les programmeurs ont appris à mettre leur code dans ChatGPT et demander à ChatGPT de l'évaluer, de le corriger. Au début, on était très friand de cette méthode-là. Là, à l'usage, on s'aperçoit que ChatGPT n'est pas le meilleur outil pour corriger la programmation. Mais on sait que ça va évoluer. Et donc, la question pour l'avenir, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va programmer elle-même? Est-ce qu'elle va générer ses propres forces, ses propres outils, son propre monde d'exploitation? C'est toutes des questions fondamentales auxquelles l'humanité doit réfléchir.
Oui. Et si on fait un focus en éducation, ça veut dire quoi ça pour, les élèves, les enseignants, les directions, même les superviseurs et même les parents dans tout ça? Oui. Comment on patauge là-dedans? C'est ça qui reste une grande question. Oui, ben, la réponse, si tu me donnes la parole, Mhm. c'est de patauger collectivement. C'est d'y aller tous ensemble, comment dire, et y aller comment dire, franchement et sans prétention, comme enseignant, avec les élèves, même une fois qu'on aura développé certaines connaissances de base, pour qu'on apprenne collectivement, qu'on apprenne ensemble. C'est comme on a fait avec l'informatique au début. Oui. Je pense que la pire erreur, ce serait de se distancer de ces phénomènes-là et de laisser les autres décider pour nous. Il faut, Hmm. il faut établir nos propres limites. Il faut dire quelles sont les limites qu'on veut imposer à ces outils-là. Mais si on n'explore pas l'outil, si on ne fait pas ensemble, il va y avoir des dérives. Il faut s'assurer collectivement d'essayer de naviguer avec ces outils-là et puis d'éviter les dérives, pour ne pas dire les naufrages. Hmm. Mais justement, François, comment on fait pour ne pas naufrager, hein, si je peux utiliser ce verbe-là? Parce que souvent, puis on le voit là, la technologie avance très, très rapidement. Et puis nos politiques ou nos règlements ou nos consignes, souvent, ben, arrivent après parce que ça avance trop vite. Puis on sait qu'en tout cas, moi, comme direction d'école, là, je peux dire que j'étais très, ben, pas frileux, mais tu sais, je faisais attention quand il y avait des nouveautés pour m'assurer que ça réponde aux besoins, etc. Fait que comment on fait pour nager là-dedans, puis pas justement provoquer un naufrage parce que ça va trop vite? Je dirais, Louis, que plus on va commencer tôt, quand les élèves arrivent dans le système scolaire, Hmm. 99, pour ne pas dire la totalité des élèves, sont des êtres moraux. C'est-à-dire, ils ont une intelligence, le mal, en quelque sorte, n'a pas encore gagné ou affecté leur développement. Il y en a qui s'est commencé à la naissance, ils naissent ils sont sujets à la violence, peu importe. Mais en grande majorité, des élèves sont de bonnes personnes. Alors, si on peut commencer tôt, à exploiter, à développer une moralité collective dans le système, je pense que les enseignants et les apprenants, la population scolaire va être capable Mhm. d'intervenir et de faire valoir sa voix. Il ne faut pas que la voix soit uniquement la voix de l'industrie ou la voix de la machine. Il faut que ce soit la voix des citoyens et la voix du monde. Mais il faut la développer en quelque sorte, cette conscience-là de l'humanité au regard du développement de nos sociétés et de l'être humain. Et c'est pourquoi on sait que les programmes scolaires sont souvent à la remorque de la société. Il y a toujours un décalage, ils sont toujours en retard sur l'avancement de la société. Donc, il y a un questionnement à se poser aussi, à savoir à ne pas être en quelque sorte comment dire, les esclaves du programme scolaire. Il faut être capable de voir au-delà du programme et développer une conscience générale, mondiale, et là, avec les changements climatiques, les changements globaux, c'est l'avenir, en quelque sorte, à la fois de l'humanité, mais de nos systèmes scolaires. Et c'est ce qui donne une valeur et une pertinence à l'école. Les élèves ne sont pas bêtes, là. Les élèves, ils voient très bien ce qui se passe autour d'eux. Et les jeunes, en fait, au secondaire, ils ont tous la conscience actuelle qu'il existe une intelligence artificielle. Alors, si on les laisse aller et l'utiliser comme ils veulent et qu'on ne développe pas cette conscience-là, ils vont prendre le dessus, ils vont l'utiliser à tort et à travers. On n'a plus le choix, il faut apprendre à utiliser ces technologies-là et à les apprivoiser. Le mot clé ici, c'est les apprivoiser, les dompter civilement. Et François, tu touches à un point qui m'interpelle beaucoup parce que je me dis, puisqu'on est tellement en arrière dans plusieurs technologies en éducation etc., peut-être que cette fois-ci, on peut peut-être être l'exemple de comment ça peut fonctionner
entre l'humain, nos petits humains qu'on est en train de créer, puis notre technologie. Peut-être que l'éducation soit le chef de file derrière tout ça. Peut-être j'ose fabuler, mais je pense que ça pourrait se faire. Puis on a quelques questions dans la boîte du chat aussi qui sont reliées un peu ensemble. On parle beaucoup des élèves du secondaire. Moi, ta statistique que tu nous as présentée aujourd'hui, ça m'a bouleversé un peu parce que je sais qu'en janvier-février de l'année passée, c'est les élèves qui étaient dedans beaucoup plus. Je le mentionnais à des gens, puis on dit chat quoi? Puis c'était comme une grande surprise à tout éducateur, sauf que mes enfants, ça faisait depuis novembre qu'ils s'en servaient. Donc, on voit que ça a été changé, puis c'est maintenant les éducateurs qui sont beaucoup plus utilisateurs que les élèves. Donc, ça me surprend. Mais on a une réticence de qu'est-ce qui se passe à l'élémentaire? Comment est-ce qu'on va parler du concept d'intelligence artificielle à des gens au cycle primaire? Puis, une deuxième question dans cette même veine-là qui dit, à un moment donné, comment est-ce qu'on va encadrer les élèves qui vont en connaître plus au sujet d'un concept que nous? Fait que tu réponds à quoi? Qu'est-ce que tu pourrais... C'est deux questions, mais ils sont comme collés ensemble. Oui, la première question relativement au primaire, et enfin, il est certain qu'au primaire, il y a un très grand écart entre les élèves de première et les élèves de sixième, là, entre un élève de 6 ans et un élève de 12 ans. Oui. Alors, je ne sais pas, je crois qu'avec les élèves de 6 ans, c'est une très bonne question. Je n'ai pas de réponse. Je pense que la philosophie peut être une porte d'entrée. Ça va commencer à comprendre ce qu'est l'intelligence humaine, avoir une certaine compréhension de l'intelligence humaine, de ses forces et de ses faiblesses. Et puis, progressivement, d'essayer d'amener les élèves à expérimenter avec ces outils-là et surtout que les élèves soient conscients, même en 6e année, là, en première année, les élèves utilisent des outils quand ils vont sur YouTube, quand ils vont sur Google, là, ce sont des outils qui utilisent l'intelligence artificielle. Il faut qu'ils soient en quelque sorte sensibilisés au fait que les vidéos qu'on leur propose dans la colonne à gauche, c'est pas un hasard si on leur propose d'autres vidéos. On sait très bien qu'on veut les hameçonner, on veut les garder captifs de ce qu'il y a à l'écran, on veut leur faire voir de la publicité. Il faut qu'ils soient conscients de ça, sans nécessairement leur expliquer comment ça fonctionne, mais au moins les sensibiliser aux risques de l'usage de ces outils-là et petit à petit amener les élèves à utiliser les outils pour générer des images, générer du texte, générer des schémas, générer de la musique, je ne sais pas, mais qu'ils prennent conscience que ces outils-là existent et que souvent, ils sont les victimes de l'information qui a été produite avec... C'est un peu une question de littératie. Aujourd'hui, il y a une littératie de l'intelligence. On parlait de littératie des médias, on a parlé de ça longtemps, là. La littératie aux médias, mais aujourd'hui, il y a une littératie à l'artificialité. Et une des solutions dont on discute aujourd'hui, à savoir ce que ça va se réaliser, c'est de mettre un watermark à tout ce qui est produit par l'intelligence artificielle. Trouver une façon de distinguer une production humaine d'une production artificielle. Enfin, tout le monde est en questionnement aujourd'hui. C'est un beau défi. Oui, un beau défi, effectivement. Et encore, il va falloir que l'industrie emboîte le pas. Il va y toujours avoir ceux qui sont à part de l'industrie, ceux qui sont malfaisants. Oui. Et si on n'est pas vigilant, si tout le monde n'est pas à l'affût de ce qui est fake, on a perdu la partie. Oui, puis justement, Nina nous dit dans un de ses commentaires dans la boîte de clavardage qu'il faut tenir aussi en considération que ce n'est pas tous les élèves qui sont au même niveau. Donc, oui, il y en a qui vont l'avoir utilisé, puis il y en a qui ne l'auront pas utilisé, alors c'est un fait. Mais François, moi, je voulais revenir, puis justement, ce qui m'inquiète, moi, en tout cas, ce qui me fait poser question, c'est, on est conscient, puis tu en as parlé dans ta conférence, que la machine a certains biais. Et puis moi, je suis conscient que j'ai certains biais, hein? Mais comment on fait pour distinguer les biais qui sont inconscients
Tu sais, je le sais que c'est une machine, je le sais que la façon qu'elle fonctionne, c'est qu'elle traite plein de données, puis qu'elle s'en va dans une direction parce que les données lui disent « elle ne réfléchit pas ». Puis j'ai beaucoup aimé cette phrase-là ce matin quand tu as dit que l'humain réfléchit, puis la machine exécute. C'était. Là, je dis oui, ça c'est vrai. Mais moi, ce qui me dit, c'est comment je fais, moi, pour mes biais inconscients. C'est comme, hey, comment je fais? C'est-tu l'éducation? C'est-tu. Puis je ne suis pas le seul, j'imagine. Ben, on touche à la métacognition. Là. C'est toujours la question de réfléchir à qui on est, comment on fonctionne, la méthode. Et je pense que la façon d'enclencher en quelque sorte le processus de réflexion, c'est de faire voir aux élèves et aux enseignants que la machine fait des erreurs quand elle analyse les données. Mm-hmm. Et que, par ricochet, nous aussi, on fait ce genre d'erreur-là quand on réfléchit, parce que la machine part des données existantes, nous, on part des connaissances antérieures. Et quand je dis connaissances antérieures, c'est beaucoup notre culture, c'est beaucoup notre apprentissage qui a ses limites. Elle aussi, le cerveau humain est un organe qui s'adapte à l'environnement et qui, comme l'environnement change, il garde des connaissances antérieures qui souvent ne sont plus actuelles, qui sont démodées et qu'on continue à propager et à retenir. Mais la machine fait le même genre d'erreur aussi. C'est toute la question de la philosophie, savoir qui on est, qu'est-ce que l'information, quelle est la connaissance, et de réfléchir constamment à tout ça. Il faut ramener ça à la question du sens et au-delà du sens de l'humanité, mais ce sont toutes des questions qui sont actuellement négligées dans le monde de l'éducation. On a la difficulté à avoir de grands portraits. Mais moi, j'ai un grand portrait justement parce que quand je transige avec des gens dans l'IA, puis j'ai fait déjà des interventions avec des gens, on se pose souvent beaucoup la question sur l'évaluation. En Ontario, on peut évaluer avec la triangulation, soit par le produit, l'observation ou la conversation. Or, on se voit surtout au secondaire que le produit, qu'est-ce que ça vaut? On a parlé de triche, mais les tricheurs tricheront toujours. Mais quelqu'un qui veut se poser la question, comment est-ce que l'éducation va... est-ce que l'évaluation va changer? Vous avez parlé dans l'atelier, par exemple, de l'automatisation de l'évaluation. Ça veut dire quoi, ça? Puis je vois des questions qui disent comment est-ce qu'on va former nos gens dans cette idée-là? Qu'est-ce que ça veut dire comme enseignant aussi, là, automatiser notre évaluation? Oui, c'est une grande question, Gilles. J'espère, François, là, tu ne te sens pas en examen avec nous aujourd'hui, hein, avec toutes les questions qu'on te pose. C'est un de mes chevaux de bataille. Ça a toujours été un de mes chevaux de bataille, ça, en éducation. Et en tant qu'enseignant, j'aime dire que quand j'ai enseigné, j'ai porté 2 croix qui m'ont vraiment gâché l'existence quand j'enseignais. La première, c'était la planification de cours qui me prenait un temps fou à l'analyse de ce que les élèves avaient produit. Oui. Je ne vais pas embarquer dans ce... Mais l'autre croix, c'était l'évaluation. Le temps que je perdais à évaluer des copies d'élèves, c'était dingue et ça me gâchait l'existence. Le mois de juin, c'était le pire mois dans l'année scolaire, alors que ça doit être un mois pour célébrer et comment dire, tout le processus d'apprentissage qu'on a vécu. Mais en tout cas, mais toujours est-il qu'il y a un des principaux problèmes de l'évaluation, c'est la dichotomie entre l'évaluation du système, autrement dit, et l'évaluation formative. L'évaluation sommative, l'évaluation formative. Les enseignants aiment faire de l'évaluation formative. On aime accompagner nos élèves. On aime donner un petit conseil, un petit encouragement, une petite note sur quelque chose qu'ils ont fait. Mais évaluer les élèves à la fin de l'année
pour leur donner une note de passage ou une note de validation, c'est pas quelque chose qui, comment dire, enfin, moi, personnellement, ça me branchait pas du tout. C'était pas ma tasse de thé. Là, tout ça pour dire que si on fait abstraction de l'évaluation sommative, on pourra faire un autre débat sur l'évaluation sommative, mais sur le plan de l'évaluation formative, l'automatisation du travail des élèves de l'évaluation, ça peut apporter une lumière différente sur l'évaluation de l'enseignant. D'autant plus que l'évaluation automatisée est une évaluation, un feedback en temps réel. Très rapide sur le travail des élèves. Alors, il y a un feedback, il y a une évaluation en temps réel, il y a une évaluation différée, un feedback différé qui souvent est nécessaire parce qu'on veut laisser le temps à l'élève de réfléchir sur ce qu'il a produit plutôt que de le corriger immédiatement. Donc, ce temps de réflexion-là est important. Et il y a une réflexion, un feedback à plus long terme qui peut être fait et c'est souvent ce qui est le regard que peut poser l'enseignant sur la rétroaction. L'autre chose, c'est que la rétroaction automatisée produit des données que l'enseignant peut analyser par la suite dans une analyse, dans les tableaux d'élèves, de production des élèves qui jettent un certain regard avec des données sur là où les élèves sont réellement. C'est plutôt d'essayer d'envisager, j'ai observé ma classe et puis je pense qu'ils ont compris. Là, tu as beaucoup d'élèves qui ont posé la main pour leur dire qu'ils n'ont pas compris parce qu'ils ont peur du jugement des autres. Alors qu'une évaluation avec des données, ça apporte un regard souvent plus juste sur la progression d'une classe et des élèves. Et il y a tous les élèves qui n'osent pas lever la main parce qu'ils sont gênés. Il y a tous ceux qui savent, qui n'osent pas lever la main non plus. Alors moi, je sais déjà pourquoi je m'intéresserais à ça et qui perdent le fil de l'enseignement. C'est complexe, l'enseignement. C'est pourquoi l'automatisation et la rétroaction automatisée, ça peut avoir une fonction pédagogique. J'imagine qu'on pourrait, dans cela, moi j'aime beaucoup célébrer l'erreur dans mes salles de classe, puis c'est parce qu'on apprend par l'erreur. On veut dire, on est à l'école pour pouvoir faire des erreurs, pour qu'on puisse apprendre, mais avec une automatisation d'évaluation comme ça, on pourrait avoir une collecte des données des erreurs les plus communes qu'on partage en salle de classe, puis là, on se sent moins isolé d'avoir fait une erreur parce que mes collègues aussi l'ont fait. Alors, on apprend, ça pourrait être une analyse très intéressant. Pense à tous tes élèves dans la classe qui n'osent pas lever et donner leur opinion, lever la main, poser une question parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils ne veulent pas que les autres portent de jugement sur eux. Fait qu'ils restent dans l'ignorance. Alors que si tu as une analyse rétroactive personnalisée, là, ça leur donne une correction quelconque. Mais avec un retour humain. Hein? Donc, cette analyse automatisée, c'est pour nourrir l'humain derrière qui analyse tout ça. Donc, on mentionne ici une excellente façon de développer l'esprit critique collectif d'un groupe en faisant ça. Oui, ça, c'est très bien. Socialement, et comme citoyen, développer une intelligence, une discussion, une conversation collective, c'est merveilleux pour la société. C'est ça vers quoi il faut tendre. Et là, je ne l'ai pas dit, mais je répète cette capacité qu'a l'intelligence artificielle d'augmenter la capacité neuronale humaine. Autrement dit, notre cerveau a ses limites. Et si on est capable de développer une intelligence qui vient assister et puis compenser nos lacunes, on vient d'augmenter notre intelligence humaine. On développe des outils qui sont en périphérie de l'intelligence humaine et qui viennent l'alimenter, qui permettent d'aller plus loin dans son intelligence. On parle de toute cette notion d'intelligence augmentée. Elle est très utile. Et l'autre chose que je n'ai pas parlé en conférence, mais qui ajoute à l'intelligence humaine, c'est cette notion d'embodiment.
c'est-à-dire de cognition incarnée. C'est-à-dire que l'intelligence humaine, elle est dans un corps. C'est pas quelque chose qui flotte dans l'air et qui est différent du corps. Donc, notre cerveau, il se promène dans l'espace, dans notre corps. Et cette interaction entre le corps et le cerveau dans son environnement lui confère une intelligence particulière. Est-ce que les robots, les humanoïdes vont pouvoir développer cette intelligence incarnée-là? Il faut y réfléchir maintenant avant qu'elle se développe trop. Ben, finalement, puis la phrase, on l'a déjà entendue souvent, mais c'est l'intelligence artificielle au service de l'humain et non pas l'inverse. Hein, fait qu'à un moment donné, quand tu regardes ça, tu te dis, ouais, OK, puis on a une très bonne question, puis les gens sont très intéressés par. Merci hein, en passant à tout le monde qui écrit dans la boîte de clavardage. Et puis, on nous dit que comment aller chercher, puis là, ben, c'est justement, là, on arrive dans. Oui, on est conscient que l'évaluation, l'intelligence artificielle peut nous aider dans nos évaluations et puis savoir où sont rendus nos élèves, etc., puis qu'on a discuté. Mais là, la question que vous posez, que les gens posent, ben, après, c'est concrètement comment, tu sais, avec, puis c'est quoi les outils, puis, et je pense, puis corrigez-moi, chers collègues, si je suis dans le champ, mais je pense qu'on est au balbutiement. On commence. Hein? On commence, on est habitué d'utiliser nos grilles, hein? On est capable de faire des formulaires, etc. Mais c'est comment faire une étape plus loin. Puis moi, je vous donne juste l'exemple que j'ai utilisé cette semaine avec l'intelligence artificielle. La semaine prochaine, je fais une présentation parce que chez nous, je m'occupe d'abeilles. Hein, je suis apiculteur, puis j'ai une petite présentation à faire la semaine prochaine. Et puis, je me suis dit, parce que justement, on parlait d'intelligence artificielle, je me suis dit, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait m'aider? Alors là, je suis allé voir, j'ai commencé à fouiller, etc. Et là, j'ai trouvé un petit module qu'on accote, qu'on ajoute à Google Présentation et qui peut générer des diapos en lui donnant un texte par rapport à ce que tu veux. J'étais assis, une chance, parce que c'était hallucinant. Dans les premiers jets, je me suis dit, oh maman, oh maman, c'est fantastique parce que ça m'a donné plein d'idées. Je ne voulais pas copier la diapo, puis c'est pas ça que je vais faire. Mais les idées que ça a générées pour arriver à mon produit, et c'est là que l'intelligence artificielle, pour moi, je pense, dans ma définition, elle devient, j'ai utilisé le mot tantôt, un assistant. C'est comme, je vais te dompter, chère intelligence artificielle, pour faire ce que je veux que tu fasses pour moi. Et je ne serai pas ton esclave. C'est la grande différence, tu vois. Ça fait que, puis en évaluation, je ne sais pas s'il y en a qui ont des exemples de comment ils pourraient faire ça. J'ouvre la question. Je ne sais pas, François, Jules, si vous avez des idées là-dessus. Là. Mais ça me fait beaucoup penser parce que là, je regarde Charlotte qui répond à là et dit on a-tu des exemples pratiques d'évaluation, tout ça? Puis Charlotte dit ben regarde, tu peux te créer d'évaluation avec ChatGPT, par exemple, des exercices. Ensuite, générer une grille d'évaluation qui correspond avec la grille ontarienne et tout ça. Fait que c'est intéressant qu'on voit cette automatisation-là. Moi, je veux juste revenir aussi de garder l'humain dans ce processus-là aussi. On peut co-construire nos critères aussi sur ce qu'on est en train d'apprendre avec nos élèves, nourrir les critères qu'on a développés avec les élèves, puis nous, puis la salle de classe collectivement, dans ChatGPT pour analyser une réponse. Donc, on peut nourrir le IA aussi de ce qu'on fait en salle de classe. Puis donc, je trouve ça intéressant que ça ne devienne pas juste quelque chose d'automatique séparé. Je pense que plus on l'utilise collectivement, le IA, plus on gagne. Je vois que Cassandra pose une question par rapport aux outils les services, en fait, qui sont généralement disponibles en anglais, d'abord en anglais, et comment y avoir accès en français. Enfin, on est tous conscients de la prédominance de l'anglais actuellement dans le monde virtuel. Je crois que c'est un rythme de passage, en quelque sorte, parce que comme on travaille avec des outils de langue, dans 10 ans ou dans 15 ans, je pense,
tout va être disponible dans toutes les langues parce qu'on va intégrer au développement des outils. Donc déjà, on voit que plusieurs outils offrent le service dans plusieurs langues. Et je ne pense pas que quelqu'un qui lance une start-up aujourd'hui et qui lance un nouveau service peut se permettre de ne pas l'offrir à l'ensemble du monde. Et ça va déjà, ça présente un problème pour plusieurs pays qui veulent contrôler l'information, qui ne veulent pas que certaines informations soient disponibles chez eux dans leur langue à cause de leur culture, de leurs règles. Ça va être un phénomène à suivre. De toute façon, je comprends la préoccupation en Ontario de vouloir offrir des outils en français. Je ne veux pas lancer un débat sur le bilinguisme. Je pense que l'ensemble des élèves sont en mesure de comprendre les outils en anglais aussi. Je ne sais pas jusqu'à quel point les systèmes scolaires franco-ontariens veulent exclure l'anglais de la salle de classe, mais ça, c'est un débat entre vous, mais ça reste une très bonne question. Mais comme tu dis, avec un IA qui apprend à interpréter et à parler des différentes langues tout seul, à un moment donné, ça ne sera plus une question. Tu auras juste besoin d'interagir en français. Puis ça, moi, en fait, moi, j'utilise ChatGPT comme un collègue de travail. Puis des fois, je lui parle en anglais, des fois, je lui parle en français, puis il me répond dans les langues que je veux. Puis on y va là-dessus. Oui, il y a des applications qui sont beaucoup plus... Mais ça va transiger rapidement. Je ne m'inquiète vraiment pas. Oui. Comme outil, comme usage de ces outils-là en éducation, on a posé une question là, par rapport à la qualité de la langue. ChatGPT, c'est un fameux outil pour corriger un texte. Il y a Antidote, bien sûr, qui est un excellent outil, mais ChatGPT également. Cela dit, peut-être que la réponse va intéresser Louis, mais il reste que ChatGPT, dans sa correction et dans sa production de texte, repose sur des standards. Donc, c'est des textes qui sont assez neutres et assez, comment dire, il y a certainement un mot pour ça, dire beige dans leur production. Là. C'est de là l'importance d'auteurs qui sont capables de faire preuve de créativité, d'utiliser la langue, l'image, etc. Le livre que j'ai présenté dans mon texte, l'histoire est très standard. Ça repose sur des stéréotypes d'élèves qui n'aiment pas aller à l'école, qui ont produit une histoire à partir de cette culture-là, de ces biais-là, de ces standards-là. Mais ça manque d'imagination, ça manque d'originalité. Ben, écoutez, moi, je veux... on pourrait continuer. Merci François, pour avoir osé accepter de répondre à nos questions. Et puis, je pense que tu t'es très, très bien débrouillé. Merci beaucoup. C'était des super bonnes réponses. Puis, c'est une super belle discussion. Fait que merci à toi. Merci à tout le monde pour vos commentaires dans la boîte de clavardage. Et puis là, je vais faire une pause de 5 secondes parce que nous sommes rendus à la portion au rendez-vous où est-ce qu'on va vous parler de certaines lectures ou ressources qui nous ont impressionnés, en tout cas, Jules et moi. Et puis, je vais commencer avec la première. Et puis, je vais mettre le lien tantôt. C'est un article qui a paru dans la presse le 16 août 2023, et puis dans la section « Comprendre ». Et là, on a posé la question, on a dit, le titre, c'était « Les promesses et les périls de l'intelligence artificielle ». Et c'est excellent parce que je trouve que ça donne un complément à la conférence et à notre discussion aujourd'hui. Alors, entre autres, dans ce texte-là, on nous donne la référence pour une série que Mathieu Dugal a concoctée sur l'intelligence artificielle. Fait à noter, Mathieu Dugal, c'est un animateur journaliste pour Radio-Canada. Il y a une émission à chaque soir qui s'appelle
moteur de recherche à 19 heures. Et c'est vraiment, en tout cas, si vous êtes féru de sciences, de technologie, etc., c'est une émission. Je pense qu'on peut même aller les écouter en reprise, en rappel. Il y en a plus de 850. Alors, Mathieu Dugal, ce qu'il a fait, et je tiens à mentionner que c'était 1 an passé. Donc, avant la frénésie de ChatGPT, eh bien, il a fait une série de 3 émissions où est-ce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé son double numérique, OK? Et puis, ça lui a permis de regarder puis de voir comment, d'explorer les impacts de l'intelligence artificielle sur nos vies. Et puis, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir puis le premier épisode, par exemple, il l'a intitulé La jeunesse, l'âge de l'apprentissage. Et puis, ce qu'il nous dit dans son texte, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, eh bien, la création d'un être humain, ce n'est plus une question juste de biologie. Alors, il a demandé à une entreprise là, de Montréal s'il était possible de créer son double à partir de ses données personnelles récoltées sur un disque dur. Puis là, il part de là. Je vous invite à, puis on va mettre les liens tantôt, là, je vous invite à aller écouter cette émission-là parce que c'est vraiment fascinant. Là, tu te dis, ah ouais, on est-tu rendu là? Et puis, ensuite, donc, il rencontre des scientifiques, il rencontre des philosophes, des psychologues, puis des chercheurs. Et qu'est-ce que ça veut dire? On est-tu capable de créer une machine humanoïde? Et puis exemple, il rencontre, je ne sais pas si vous connaissez, mais Joshua Bengio, le grand chercheur, une tête éminente au niveau de l'intelligence artificielle qui est basée à Montréal. Donc, il y a une entrevue avec lui. Et ça fait que ça, c'était sa première émission. Puis la deuxième émission, eh bien là, il l'a intitulée L'adulte, l'âge de raison. Et là, Mathieu Dugal s'interroge sur la place de la technologie dans nos vies. Et puis là, c'est comme s'il dit, ben, on grandit, on apprend, puis on commence euh, et on va parler d'écriture et même d'idées. Fait que ça, c'est la deuxième. Puis là, vous allez me dire, ben, pourquoi, Louis, tu as choisi ça comme article? Parce que c'est quoi le rapport à l'éducation? Ben, un peu comme la conférence de ce matin de François, moi, je trouve que c'est important de comprendre c'est quoi l'intelligence artificielle pour après ça être capable, puis par exemple, tantôt, on l'a vu hein, quand on a commencé à parler d'évaluation, quand on sait qu'est-ce que c'est, quand on sait ses forces et ses limites, là, on est capable, avec notre cerveau humain, d'adapter justement qu'est-ce qui va se passer, comment on peut l'utiliser. Puis pour reprendre une phrase que j'ai dite tantôt, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'intelligence artificielle soit à notre service. Puis là, je termine en vous disant que le troisième épisode, eh bien là, Mathieu, il regarde puis il nous dit, OK, est-ce que ça peut réfléchir? Est-ce que ça peut penser l'intelligence artificielle? Alors, une série super bonne à écouter, je pense. Et puis après ça, eh bien, il y a dans cet article-là, il y a un article qu'on nous propose. Puis il y a un livre aussi que j'ai commandé, que je n'ai pas lu, mais qui s'appelle Contre-Atlas de l'intelligence artificielle. Et puis, on nous dit euh, est-ce que finalement, l'intelligence artificielle, c'est quoi ses plus et ses moins? Alors ça, c'est un livre que j'ai commandé, que je vais commander dans quelques mois, quelques semaines par rapport à ça. Alors, c'était ma ressource. Je vais mettre les liens tantôt. Je pense que c'est un article à considérer dans la multitude de choses qui sont publiées au niveau de l'intelligence artificielle. Et je termine en vous disant que c'était écrit dans un langage facile à comprendre. Parce que des fois, quand on parle d'intelligence artificielle, ça peut devenir super compliqué. Donc, voilà, c'était mon petit plus aujourd'hui. Et Jules, c'est à toi, mon Ah cher. ben, merci. Ben, je vais faire un petit suivi là-dessus parce que tu parlais d'analyser un disque dur de quelqu'un pour voir si on peut en ressortir l'individu. Ben, imagine que maintenant, on peut scanner les cerveaux, donc voir un MRI, là, le résultat. Mhm.
Par exemple, on a demandé à des gens d'écouter un son et ensuite on a analysé le cerveau. On donne l'analyse du cerveau à un IA et le IA peut reconstruire le son qu'on a entendu ou l'image qu'on a vue avec certaines, c'est presque, mais j'imagine que dans le futur, ça va être incroyable. On va être capable donc de pouvoir d'analyser l'individu par une analyse de son cerveau, imagine. En tout cas, c'est très dans le futur, mais moi, je veux revenir en éducation aussi. Je suis un bonhomme, pour ceux qui sont en mathématiques, ils ont sûrement entendu Dan Mayer, qui est un éducateur qui travaille à Stanford. Et puis, je vais mettre le lien de l'article. Il y a une belle plateforme qu'il utilise. Puis, ses derniers propos ont été vraiment intéressants pour parler de l'IA. Lui, je vous le présente parce que je veux aussi présenter le côté où il y a des gens il y a des réticences un peu. Puis Dan, c'est intéressant, il souligne que l'IA peut être utilisée dans certains domaines, certainement, mais que ça ne remplacerait jamais les enseignants ni transformera l'éducation dans les années à venir prochaines. Il annonce ça comme ça parce qu'il dit pour lui, l'école de la maternelle à la 12e année, ça se développe sur deux choses. Ça répond comme élève, ça répond à qui suis-je, puis comment faire cela. Il dit, l'IA peut te montrer comment faire cela, mais je ne suis pas certain qu'il est capable de te dire qui suis-je. Et lui, il prétend que dans une salle de classe, quand l'élève pose la question, puis essaie de donner une information sur comment faire cela, on est en train aussi de faire l'apprentissage de qui suis-je de cet élève-là. Et ça, c'est tellement interrelié qu'il ne voit pas l'avancement de l'éducation avec le IA. Comme, par exemple, Khan Academy, qui, lui, prétend, Khan Academy, vous connaissez, là, c'est des vidéos pour montrer des concepts. C'était une chaîne YouTube dans le temps, c'est devenu quelque chose de très gros. Là, ils ont imaginé un Khan Amigo. Donc, c'est un petit tuteur professionnel 1 à 1, un peu comme François nous a présenté la taxonomie de Bloom, où on a un 1 à 1 tout le temps. Et donc, les gens sont comme « Oh, yeah, cool, on va pouvoir avancer l'élève parce qu'il y a un IA qui pense pour lui. » Mais Dan dit « Oui, mais le IA ne connaît pas l'élève là 1 mois ou 3 mois ou au début en septembre. Il ne connaît pas son évolution. » Il connaît juste cette petite affaire pointilleuse là, drette là. Donc, c'est intéressant de faire ce mélange-là. Puis, vous pouvez aller lire son article, mais pour moi, il y a comme 3 genres de grandes questions. C'est quoi la relation entre l'IA et l'identité de l'élève? Hein? C'est quoi l'impact de l'IA sur le rôle des enseignants? Puis, c'est quoi les limites dans l'éducation de la maternelle à la 12e année? Fait que des questions à se poser. Puis, en tout cas, c'est un article très, très, très sharp. Puis, j'ai trouvé ça intéressant de voir les deux côtés un peu de la médaille. Écoute, merci Jules. Je suis en train parce que là, ça ne paraît pas, mais on arrive presque à la fin de notre première émission, hein, de notre premier rendez-vous. Moi, je mets tout de suite, merci aux gens qui ont mis des ressources et des commentaires dans la boîte de clavardage. Ouais. C'est super apprécié. Jules a mis le lien par rapport à ce qu'il vient de discuter. Moi, j'ai mis le lien aussi pour l'article de la presse. Là, avant que vous quittiez, on aimerait bien gros que vous remplissiez le sondage de satisfaction, que nous, ça va nous aider à nos prochains événements. Et puis, il nous reste juste à prendre 2 secondes pour dire merci François d'avoir participé à une première, hein, des rendez-vous de l'intelligence artificielle en éducation. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir discuté avec nous. Merci pour ta conférence de ce matin. C'était excellent. Et puis, à tout le monde qui ont participé à ce premier rendez-vous aujourd'hui avec nous, on voudrait aussi vous remercier. Et je répète, on va remettre... Jules, je ne sais pas si tu pourrais regarder dans la boîte pour remettre le lien si les gens veulent s'inscrire, hein, s'inscrire pour recevoir par courriel les liens et puis le lien par rapport à le petit bout de discussion qu'on a eu avec François. Donc, on va mettre, vous n'avez juste qu'à mettre votre courriel et puis après ça, nous autres, on va pouvoir vous envoyer l'information. Alors, c'est à peu près ça. Merci tout le monde. Alors, donc, merci Paul pour ton commentaire
Et puis, on va mettre le lien par rapport à... Voilà. Alors, François, est-ce que tu avais un dernier petit commentaire ou quelque chose pour nous, avec nous? Seulement vous remercier de l'invitation, Louis. C'est toujours un plaisir, évidemment, d'échanger avec des professionnels de l'éducation. C'est instructif de part et d'autre, mais certainement pour moi aussi. Merci, Certainement. François. Alors, bon, ben voilà ce qui termine. Jules, merci. Hein? Merci. Je Merci. pense qu'on a, en tout cas, c'était une première. Et puis, je te laisse les mots de la fin. Oh mon Dieu, ben garde. Dans tout ça, moi, quand je présente l'IA, j'espère que ça vous a inspiré. J'espère que ça vous a fait un peu peur, puis j'espère que ça vous a peut-être passionné aussi dans un autre temps. Donc, il faut patauger dans ça ensemble. Et le mot qui est revenu souvent, c'est collectivement. Merci tout le monde. Et puis, moi, je fais une dernière petite annonce en vous disant que cet après-midi, on va justement parler d'évaluation, un début d'évaluation avec l'intelligence artificielle avec Dominique Tremblay. Ça se passe cet après-midi, la prochaine. Tous les détails sont sur le site du Centre Franco. Merci tout le monde. Bonne journée et puis à la prochaine. Merci. Est-ce que tu peux m'aider? Je vais arrêter l'enregistrement. Voilà. Ouais, je pense